L'Arche de l'Alliance. D'après la Bible, ce coffre sacré contenait les tables de la loi. Il aurait accompagné le peuple hébreu dans sa conquête de la terre promise jusqu'à ce que, au Xe siècle avant notre ère, le roi David l'installe à Jérusalem, sa capitale, berceau du monothéisme. Mais 4 siècles plus tard, les Babyloniens assiègent la ville, détruisent le temple et l'arche disparaît à jamais. Depuis, ce coffre au pouvoir mystérieux ne cesse d'enflammer l'imagination des hommes et la convoitise des chercheurs de trésors. Mais quelles sont les preuves de son existence? La Bible est-elle un récit historiquement fiable? À quel moment a-t-elle été écrite? Par qui? Et pourquoi? Autant de questions qui passionnent depuis longtemps archéologues et historiens. Un site perché à quelques kilomètres de Jérusalem pourrait bien apporter de nouvelles réponses. D'après la Bible, l'Arche de l'Alliance aurait été conservée sur cette colline de Kiryat-Yearim avant son transfert à Jérusalem. Aujourd'hui occupé par un couvent catholique, c'est le seul site biblique de la région à n'avoir jamais été fouillé. C'est le moment d'y aller et de l'explorer. Pour la première fois, une mission scientifique franco-israélienne, dirigée par l'archéologue Israël Finkelstein et le bibliste Thomas Romer, se prépare à explorer la mystérieuse colline de Kiryat-Yearim. On est en fait un peu étonné que l'arche aurait été à Kiryat-Yearim que 20 ans. Ça ne fait pas beaucoup de sens. Réunissant des compétences scientifiques de tous horizons, utilisant les technologies les plus innovantes, les archéologues vont accumuler les découvertes. C'est incroyable, c'est un grand mur. C'est un mur trop étroit pour être un mur d'enceinte. Surprenant. Une passionnante enquête s'engage, récoltant des indices sur de nombreux sites antiques, confrontant les vestiges archéologiques à l'analyse des textes bibliques. Elle permet maintenant de reconstituer l'histoire de l'Arche de l'Alliance. Et une histoire plus grande encore, aux origines de la Bible. À proximité de Jérusalem, la colline de Kiryat-Yearim apparaît comme un jardin perché à l'abri des tumultes. Sur cette colline se dressent un couvent et une église catholique dont le nom rappelle la mémoire du lieu, Notre-Dame de l'Arche d'Alliance. La Bible raconte: les gens de Kiryat-Yearim firent entrer l'Arche du Seigneur dans la maison sur la colline. Elle y aurait séjourné pendant 20 ans avant son transfert à Jérusalem, sous le règne du mythique roi David, vers 1000 avant notre ère. Israël Finkelstein est archéologue à l'Institut d'archéologie de l'Université de Tel Aviv. Quand il vient la première fois à Kiryat-Yearim, la forme de la colline, ainsi que la taille des terrasses et des pierres qui les composent, l'intrigue. Elles trahissent de multiples reconstructions et l'ancienneté du site. J'ai emprunté la route de Tel Aviv à Jérusalem des dizaines, peut-être des centaines de fois. Mais je n'étais jamais monté jusqu'ici. Un jour, j'ai décidé de m'y arrêter. La première chose que j'ai vue était ce magnifique monastère, chargé d'atmosphère. Un endroit extraordinaire. Mais en regardant autour de moi, j'ai compris qu'il y avait ici quelque chose d'important concernant la forme de la colline. En examinant cette terrasse, longue, droite et haute, j'ai été interloqué. Elle n'est pas typique d'une région montagneuse, où les terrasses sont de forme arrondie, encerclant le sommet de la colline. Une terrasse pareille ne peut pas tenir durant des centaines d'années s'il n'y a rien de grand à l'intérieur qui la soutienne. Pour l'archéologue, cette colline qui n'a jamais été fouillée mérite que des recherches soient entreprises. Si la Bible dit vrai et que l'arche a été conservée à Kiryat-Yearim, alors le site a dû faire l'objet d'aménagements importants et des vestiges pourraient y subsister.
Pour l'aider à percer le mystère de Kiryat Yearim, Israël Finkelstein fait appel à son complice de longue date, Thomas Romer, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Milieu biblique de ce prestigieux établissement. Grand universitaire, il a dédié sa vie à l'étude de la Bible et aux conditions de son écriture, bouleversant ainsi les interprétations traditionnelles. La Bible est en fait une bibliothèque à elle seule, composée d'innombrables textes écrits à différentes périodes sur plusieurs siècles. Voici la Bible polyglotte de Paris. Ah, très bien. C'est un ensemble qui n'est pas tombé du ciel. Ce sont des textes qui ont une histoire parfois compliquée, pas toujours facile à reconstituer, des histoires conflictuelles, contradictoires même. Et donc évidemment, le bibliste, il veut comprendre tout ça. Parmi les milliers d'histoires que raconte la Bible, celle de l'Arche de l'Alliance est une formidable source d'inspiration. Regarde l'Exode. Elle est citée plus de 200 fois dans les premiers livres. Son histoire commence dans celui de l'Exode. Sur le mont Sinaï, Moïse reçoit de Yahvé les tables de la loi, les fameux 10 commandements, en signe d'alliance entre lui et le peuple hébreu. Les tables sont placées dans une arche, Aaron en hébreu, qui désigne un coffre. Puis, l'arche accompagne le peuple hébreu dans sa conquête de la terre promise, lui donnant une série de victoires fulgurantes. Son histoire connaît ensuite de multiples rebondissements jusqu'à son arrivée sur la colline de Kiryat Yearim. Ah voilà, très bien. Donc le prêtre et l'autre côté, l'arche avec des chérubins un peu bizarres, mais voilà. Il y a toutes sortes de questions qui se posent par rapport à cet objet qui, évidemment, a tellement fasciné les gens depuis la mise par écrit de ce texte jusqu'à aujourd'hui. La question, du coup, c'est de comprendre pourquoi on écrit tellement de choses sur l'arche et surtout, quel est le récit le plus ancien, à quoi est-elle servie, est-ce qu'elle a existé et comment se fait-il qu'elle arrive à ce petit lieu de Kiryat Yearim. Avant de demander l'autorisation de faire des fouilles à Kiryat Yearim, Israël Finkelstein doit conforter ses intuitions. Le travail commence par une campagne de photogrammétrie. Salut les gars. Une technique de représentation virtuelle sur le terrain. Le drone est là. Prêt pour la danse? Allons-y. On pourra partir d'ici. C'est un bon endroit. Bonne idée. Matthew Adams et Zachary Dunsett sont tous deux archéologues, spécialistes des systèmes d'information géographique. En gros, nous devons couvrir toute la colline. Oui, on communique directement avec le drone. L'archéologie est une affaire de cartographie. Nous devons documenter tout ce que nous avons sur le terrain, à tout moment. La cartographie nous aide également à choisir les sites de fouilles. Le résultat final voulu est une carte du site. Si j'étais venu ici il y a 10 ans avec des méthodes traditionnelles, il m'aurait fallu des semaines pour la réaliser. Avec le drone aujourd'hui, je peux le faire en 1 heure. À l'aide du drone, l'équipe s'apprête à faire une série de prises de vue pour obtenir une carte en relief du terrain, appelée modèle numérique d'élévation. Nous obtenons principalement ce que nous appelons une orthophoto. C'est une photo aérienne parfaitement orientée vers le sol. De cette façon, nous enregistrons les coordonnées exactes de chaque point et nous obtenons une carte photographique du site à haute résolution. Les 630 images qui s'assemblent peu à peu reconstituent la topographie globale du terrain grâce aux données associées à chaque photo, position, altitude. La colline de Kiryat Yearim apparaît dans toutes ses dimensions. Israël va adorer, c'est incroyable. Ça devrait fonctionner. On voit bien la topographie. Avec ce modèle d'élévation, on voit bien les terrasses et la forme rectangulaire du sommet. D'ici jusque-là, et sans doute aussi d'ici à là. Quand je regarde les grandes terrasses, elles vont vers le sud. Nord-sud exactement. L'une à l'est et l'autre à l'ouest. Elles doivent être artificielles. L'équipe compare maintenant l'image numérique à des clichés aériens de Kiryat Yearim pris par l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale.
les mêmes anomalies du terrain apparaissent sur ces photos. La construction de l'église, qui date de 1926, n'est donc pas à l'origine de cette structure en terrasse. Je suppose que ça, c'est la grande terrasse. Il y a deux grandes terrasses au sud. Et ce coin, c'est celui-là. Il est clair que nous avons affaire à une colline artificielle avec un sommet plat. Il faut donc maintenant investiguer sur les terrasses pour révéler ce qui est à l'intérieur. Ce serait très intéressant de fouiller ce site. Mais est-ce possible? Le site est sur la propriété du couvent. Des religieuses y vivent. Pour réaliser des fouilles, nous devrons venir avec beaucoup de gens, pour une période relativement longue, et de fait, troubler la tranquillité du monastère. La question est, comment faire? Outre la réticence à troubler la tranquillité du lieu, il se trouve que celui-ci est placé depuis 1949 sous la protection du gouvernement français qui craint d'éventuelles polémiques liées à une découverte archéologique importante. En Israël, l'histoire ancienne est un enjeu majeur, politique et religieux. Tout au long du 19e siècle et jusqu'aux années 1960, la plupart des archéologues appartenaient à des cercles religieux. Ils entreprenaient leurs fouilles pour trouver dans le sous-sol les preuves historiques des récits bibliques. Selon l'expression de l'époque, ils travaillaient une pioche dans une main et la Bible dans l'autre. Bonjour Thomas, comment ça va? Tout va bien? Très bien, et ton vol? Impeccable. Aujourd'hui, la plupart des scientifiques comme Israël et Thomas mènent conjointement enquête sur le terrain et examen critique des textes. Ils effectuent leurs recherches sans a priori, même si leurs découvertes contredisent les textes sacrés. Et comment ça va avec les sœurs? Est-ce qu'ils sont convaincus par les fouilles? Ça me semble aller, depuis que nous les avons rencontrés il y a quelques mois. Oui, c'est vrai. Tu es sûrement le meilleur diplomate de la Terre. Ne le dis surtout pas. Après ton passage, tout est devenu très simple. Après l'intervention déterminante de Thomas Romer, un permis de fouiller a été exceptionnellement accordé pour une période de 4 semaines. Les archéologues ont décidé d'établir leur chantier le plus près possible de la zone interdite, celle des bâtiments. L'équipe s'est engagée à ne travailler que sous les jardins et les exploitations agricoles en terrasse qui les entourent. La mission est financée par le Collège de France, l'Université de Tel Aviv et la Fondation américaine de la famille Shmunis. Elle réunit 15 archéologues confirmés, appuyés par une quarantaine d'étudiants et de volontaires venus du monde entier. Israël et Thomas dirigent le chantier avec l'archéologue Christophe Nicole du CNRS, le Centre national de la recherche scientifique français. Très vite, les fouilles mettent au jour des centaines de fragments de céramique soigneusement récupérés et nettoyés. Les céramiques étaient courantes dans l'Antiquité, vaisselle, vases ou récipients divers. L'épaisseur de la pâte, la forme du bec ou du culot permettent d'établir leur date de fabrication par comparaison avec des collections répertoriées. Là, je regarde la céramique qu'on a trouvée dans le chantier qu'on a ouvert et on se rend compte qu'en fait, cette céramique date depuis le 8e siècle avant notre ère jusqu'au 2e siècle avant notre ère. Ce qui fait un grand laps de temps et ça s'explique parce qu'on a affaire à des niveaux perturbés où les gens sont venus, ont recreusé les niveaux antérieurs, se sont réinstallés dans des endroits qui avaient déjà été occupés, ce qui ne facilite pas pour nous la datation des structures que nous cherchons à dégager et à dater de manière beaucoup plus précise. Des tonnes de terre et de pierres sont évacuées pour atteindre les couches les plus profondes, c'est-à-dire les plus anciennes, celles qui témoignent des origines du site. Bientôt, une construction massive réunissant 2 murs parallèles, séparés par un espace rempli de débris, est mise au jour. Un ensemble très résistant, capable d'absorber des pressions colossales.
C'est incroyable. C'est un grand mur. Il doit faire 2,50 m à 3 mètres de large. Nous devons dégager la face extérieure, maintenant que l'intérieur est clair. C'est très massif. C'est un mur trop étroit, peut-être un mur d'enceinte d'une ville. Je ne pense pas que ce soit un mur de ville, compte tenu du lieu. Mais pour en être sûr, il faut fouiller davantage. Et puis il faudra voir jusqu'à où ça va. Oui, et être capable de le dater. C'est très impressionnant, je dois dire. À ce stade de la fouille, dès le début, si près de la surface, c'est surprenant. Quand je vois sa monumentalité, sa taille et sa solidité, qu'est-ce que ça peut être? En observant la face interne et les couches de remplissage, j'en déduis que nous avons ici un mur de soutènement monumental. Pour vérifier l'hypothèse, les archéologues décident d'effectuer un nouveau sondage à l'intérieur de la grande terrasse à l'est. À l'aplomb des terrasses agricoles, ils dégagent peu à peu une autre section du mur. Voilà, le mur a été nettoyé complètement. On a réussi à atteindre le socle rocheux au fond du sondage. Et on se rend compte que la partie inférieure du mur est constituée de gros blocs bien taillés, de format régulier rectangulaire. Et au-dessus, un mur plus récent, qui a repris exactement le même tracé, mais qui est une composition très différente, beaucoup moins soignée, fait de petits blocs, qui est lui plus un mur de terrasse agricole, comme on voit encore maintenant dans ce pays. Les pierres des assises inférieures sont constituées de gros blocs. Il est manifeste que là, on a affaire à un mur de soutènement, à un mur de plateforme. Et ce mur de plateforme a dû être construit pour permettre au sommet de la colline la mise en place, la construction de grands bâtiments. Les deux zones de fouilles ont permis de mettre au jour d'importantes portions de murs. Sur le plan général du site apparaît ainsi l'esquisse d'une structure rectangulaire. Le premier fragment de mur mis au jour donne l'axe est-ouest. Le grand mur qui vient d'être dégagé indique l'axe nord-sud. Mais il manque au moins un côté pour tracer l'ensemble de la gigantesque plateforme. C'est bien un mur, et on doit trouver le coin. Où peut-il être? C'est peut-être le principal problème que nous ayons encore. Il y a deux options pour expliquer pourquoi le mur ne continue pas vers le sud. Première option, l'érosion, parce que nous sommes dans la partie la plus basse de cette plateforme ici. C'est donc ici que la pression de l'hiver sera la plus forte. Deuxième possibilité, il y a un coin ici, celui que nous cherchons. Se pose alors un problème. S'il y a un coin, le mur va dans cette direction. Il va vers le parking. Nous sommes dans le pétrin, car c'est impossible de creuser là. Et ce serait pire encore si c'était sous le monastère. Donc il n'y a pas de solution. Israël Finkelstein fait alors appel aux géophysiciens Amod Sagnon et Yaniv Darvassi, qui détiennent la solution pour repérer le mur sans avoir à creuser le sol du parking. Bonjour les amis. Bonjour Amot. Bonjour Yaniv. Je vois que vous êtes équipés. Nous suspectons, si je regarde alentour, que le grand mur doit se trouver ici. Maintenant, à vous de jouer. Amot et Yaniv utilisent un radar à pénétration de sol. L'appareil envoie des ondes électromagnétiques dans le sous-sol au moyen d'une antenne. Lorsque ces ondes rencontrent un obstacle, elles ricochent vers la surface où elles sont enregistrées. Les données recueillies par le géoradar permettent ensuite de réaliser une carte du sous-sol. Pour les géophysiciens, la ligne épaisse et bien nette qui apparaît par endroits sur l'image ne peut être que le mur qu'ils recherchent. Le pourtour de la plateforme peut alors être intégralement tracé. Elle occupe une vaste surface de 150 mètres de long sur l'axe est-ouest et 110 mètres de large sur l'axe nord-sud. La question suivante concerne la date. Nous devons dater la construction parce qu'une fois qu'on l'aura datée, on pourra peut-être faire la lumière sur la question « Quelle était la fonction de cette plateforme ?»
Donc là, on va entrer dans l'église. Oui. Et l'église, elle est sous l'ancienne église byzantine. Elle date... L'église byzantine oui, du 5e siècle. 5e siècle. Oui. Voilà, c'est ici l'église qui a été bâtie par Sœur Joséphine. C'était pierre et toutes les colonnes, ils sont de l'église byzantine. D'accord. Oui. Ici, la mémoire de l'Arche est permanente. La doyenne s'appelle Sœur Marie de l'Arche, l'église Notre-Dame de l'Arche d'Alliance. Donc ces mosaïques-là... Les mosaïques, c'est de l'église byzantine. D'accord. Si vous remarquez, il y a les croix. C'est la première église que les Byzantins ont bâtie. Mais elle était beaucoup plus grande. Elle était à 5 nefs, l'église byzantine. Maintenant, elle est à 3 nefs. Les églises byzantines étaient bâties sur des sites historiquement sacrés. Kiryat Ye'arim en est un à l'évidence. Mais comment trouver la preuve qu'il existait ici un lieu de culte avant l'église byzantine? Un lieu qui aurait pu accueillir l'Arche d'Alliance. Rien ne permet encore de dater précisément la construction du mur et de la plateforme. Cette question de la datation d'une construction est délicate. Une des façons de dater un site consiste à étudier les objets trouvés au cours des fouilles. Le détecteur de métaux est ainsi régulièrement utilisé en archéologie. C'en est une belle. Tu vois quelque chose dessus? Non, on doit la nettoyer avant. Une fois nettoyées, les pièces de monnaie sont reconnaissables. Ici, elles datent de l'époque hellénistique et romaine. Mais cela ne prouve pas que le mur date de ces époques. Nous devons supposer qu'au fil du temps, avec les différentes activités sur le terrain, l'érosion et la destruction, elles se sont comme répandues autour du site. Et maintenant, nous les trouvons peut-être à un autre endroit. C'est la façon dont les artefacts se déplacent en quelque sorte à travers un site. À Kiryat Ye'arim, les pièces de monnaie, comme les poteries, proviennent de contextes fortement perturbés par les diverses constructions sur le site. Cette question de la datation s'avère donc difficile. Mais les pierres, quant à elles, peuvent encore livrer des indices. Dans l'espace entre les pierres, c'est parfait. Je pense que ce sera un bon échantillon. Israël Finkelstein demande à la géologue Naomi Porat de tenter une méthode originale de datation fondée sur la présence de minéraux. Le premier stade est particulièrement délicat. Je cherche de la poussière qui s'est déposée juste après la construction. Il s'agit de prélever dans les interstices du mur des échantillons de grains de poussière qui ne doivent surtout pas être exposés à la lumière du jour au moment du prélèvement. Lorsque les archéologues fouillent et dégagent la poussière pour mieux voir les pierres, je leur explique que nous en avons besoin. Et je leur dis de ne pas nettoyer, de nous laisser un peu de cette poussière. C'est mon or. J'en ai absolument besoin pour dater un site. De retour dans son laboratoire, Naomi Porat soumet les échantillons recueillis à la technique dite de luminescence optiquement stimulée. Celle-ci permet de savoir à quelle date les particules de quartz incluses dans les échantillons ont été exposées à la lumière pour la dernière fois. Bonjour. Bonjour Israël, comment va? Ça va, quoi de neuf? Ça y est, j'ai des résultats. Je suis impatient. Quels sont-ils? Il y a 3 échantillons qui proviennent du bas du mur. La datation possible se situe entre moins 1200 et moins 770. Cette période correspond à l'âge du fer, l'époque des événements racontés par la Bible. Mais pour Israël Finkelstein, cette datation est trop imprécise. En 4 siècles, la région qu'on appelle alors le pays de Canaan connaît de nombreux bouleversements. Au milieu du XIIe siècle avant notre ère,
le pays de Canaan est divisé en petites cités-États encore sous la domination de l'Empire égyptien. Progressivement, les cités-États sont détruites et l'Égypte se retire de la région, tandis qu'un nouvel ordre s'établit. Au 8e siècle avant notre ère, le pays de Canaan n'est plus. L'Assyrie contrôle la Mésopotamie. Sur la côte à l'ouest sont installés les Phéniciens et les Philistins. Au centre, dans les montagnes, deux royaumes hébreux à la fois jumeaux et rivaux. Israël au nord, dont la capitale est Samarie, et Juda au sud, avec sa capitale Jérusalem. Israël est riche et développé, alors que Juda reste pauvre et partiellement aride. Pourtant, les deux peuples sont très proches. Ils partagent les mêmes racines, la même langue, l'hébreu, et les mêmes divinités, inspirées des diverses croyances de la région. Ces divinités s'appellent Baal, Ashéra ou Yahvé. L'époque est encore au polythéisme, mais la présence de Yahvé devient de plus en plus prédominante. Selon la Bible, le sanctuaire de Kiryat-Yearim se situe à la frontière entre Israël et Juda. Qui l'a établi? Le royaume du Nord ou celui du Sud? Et à quel moment exact? Pour le savoir, il faudrait arriver à dater plus précisément la construction du mur. Sur le chantier, une des pierres du grand mur de soutènement, dégagée par les archéologues, pourrait apporter un début de réponse. Ces faces cachées n'ont pas été érodées par le temps et les intempéries. Israel Finkelstein remarque immédiatement un détail intrigant. Une sorte de cadre a été taillé en creux dans la pierre. Cette manière de tailler les blocs lui rappelle quelque chose. Dans le rapport des fouilles de Samarie effectuées au début du XXe siècle par une mission américaine parrainée par l'université d'Harvard, l'archéologue retrouve des photographies des vestiges mis au jour. Clairement, le bloc dégagé à Kiryat-Yearim est taillé de la même façon que ceux de Samarie. Pour en avoir le cœur net, Israel Finkelstein et Thomas Romer prennent la direction du nord, vers le village palestinien de Sébastia où se trouvent les ruines de l'ancienne Samarie. Ce village est situé à une douzaine de kilomètres de Naplouse en Cisjordanie, mais le site antique est contrôlé par l'armée israélienne. Professeur Thomas Romer de Paris. Voici Raz. Bonjour Raz. Tu viens d'où? Ah, d'un kibbutz. Salut les gars, ça va? La zone est ainsi l'objet de vives tensions entre Israéliens et Palestiniens. Israël et Thomas ont obtenu pour quelques heures l'autorisation exceptionnelle de visiter le site sous escorte militaire. On tourne à droite et on remonte la route. Samarie est là-bas, en face. La route monte d'ici, puis on entre par la porte romaine. C'est très impressionnant. Regarde. C'est un site extraordinaire. Et quand on vient ici en hiver, tout est verdoyant. C'est vraiment superbe. La longue voie à colonnades qui longe le forum et mène au théâtre témoigne de la grandeur passée de la ville. Samarie impressionne par ses 1000 ans d'histoire, de sa fondation au IXe siècle avant notre ère, jusqu'à la domination romaine, en passant par ses métamorphoses assyriennes, babyloniennes, perses et hellénistiques. En gravissant le chemin vers la partie la plus ancienne qui les intéresse, les deux scientifiques remontent aussi le temps. Au IXe et 8e siècle avant notre ère, Samarie s'appelait alors Shomron. C'est là que les rois d'Israël établirent leur capitale, dominée par les vastes bâtiments du palais royal.
Cette gigantesque et somptueuse demeure a été surnommée le Palais d'Ivoire par les archéologues du début du XXe siècle. Les innombrables plaquettes d'ivoire sculptées aux motifs égyptiens et phéniciens, découvertes sur le site, ornaient le mobilier, trônes, lits, tables, sièges. Elles laissent imaginer la splendeur du palais et la richesse des rois d'Israël. Regarde ça, Thomas. Et admire la maçonnerie israélite. Et regarde cette pierre. Elle ressemble beaucoup à la nôtre. Celle-ci, par exemple. Oui, celle-ci, par exemple. Donc il est taillé tout avant. Oui. Et elles sont appareillées en carreaux et boutisses. Les pierres taillées sont disposées selon une alternance de grandes faces et de petites faces. C'est l'appareillage en carreaux et boutisses. Là, tu peux voir le système. Tout d'abord, la taille des marges, puis la pose en carreaux et boutisses. Carreaux, boutisses, carreaux, boutisses. L'un après l'autre. Incroyable. Très impressionnant. On peut imaginer que ce mur faisait 5, 6, 7 mètres de plus, parce qu'il supportait toute la pression. C'est ainsi que fut construit le palais royal. Pour Israël et Thomas, les similitudes entre les sites de Kiryat-Yearim et Samarie apparaissent clairement. Aussi bien la taille des pierres que le mode de construction de la plateforme pour élever un bâtiment prestigieux. C'est le roi Omri qui construit la plateforme et le palais de Samarie au début du IXe siècle avant notre ère. Mais c'est un roi plus tardif, Jéroboam II, qui l'agrandit et lui donne toute sa magnificence au début du 8e siècle. On a de bonnes raisons de croire que c'est Jéroboam II qui a ordonné la construction de la plateforme surélevée à Kiryat-Yearim. Jéroboam II est le roi le plus puissant. Il a régné ici, dans ce palais, pendant plus de 40 ans. À mon avis, c'est au cours de son règne que le royaume du Nord a atteint son apogée économique et territorial. Jéroboam II règne au début du 8e siècle avant notre ère, de -788 à -747. Avec lui, le royaume du Nord s'enrichit. Il commerce avec l'Assyrie et l'Arabie et s'inscrit dans les échanges internationaux. Les terres sont favorables à l'élevage et à l'agriculture. Les cités se développent, Jéroboam II étend son influence au-delà de ses frontières. Pour valider l'hypothèse d'un même constructeur, les deux plateformes doivent être comparées. Bon, alors ici on voit Samarie. Grâce aux informations révélées par les fouilles, Israël Finkelstein a demandé à la dessinatrice scientifique Tatiana Meltzen de réaliser une reconstitution des plateformes de Samarie et de Kiryat-Yearim. Maintenant, on passe à Kiryat-Yearim. Ici, elle est un peu plus petite, mais la forme est analogue. En fait, les deux sites possèdent une forme quasi identique, produisant une plateforme sur laquelle sont construits les bâtiments. Les similitudes avec le site de Samarie, les résultats fournis par Naomi Porat et les poteries trouvées sur le site de Kiryat-Yearim, tout convergerait pour indiquer que la plateforme de Kiryat-Yearim aurait été construite au 8e siècle avant notre ère. Jéroboam II serait alors le seul bâtisseur possible de Kiryat-Yearim. D'autres indices seront nécessaires pour valider cette datation. Mais cette hypothèse fait surgir une incohérence avec le récit biblique. Selon la Bible, l'épisode de l'Arche à Kiryat-Yearim a lieu au Xe siècle avant notre ère, soit 2 siècles avant la construction de la plateforme. Pourquoi les dates ne correspondent-elles pas ? Pour répondre à cette question, il faut commencer par s'interroger sur la période à laquelle le texte biblique aurait été écrit. Thomas Romer veut examiner la plus ancienne mention du site de Kiryat-Yearim dans un manuscrit biblique. Cette mention se trouve dans un fragment du livre de Samuel trouvé parmi les manuscrits de Qumran, qui sont les plus vieux textes bibliques connus. Ils ont été découverts en 1947 par hasard par des bergers. Ils reposaient dans des jarres au fond de grottes surplombant la mer Morte, près de Jéricho, en Judée. Cette trouvaille extraordinaire bouleverse les connaissances sur l'histoire des textes bibliques.
Les chercheurs ont déterminé que ces manuscrits ont été écrits entre la fin du IIIe siècle avant notre ère et le 1er siècle après. Ils constituent un gigantesque puzzle d'une écrasante complexité. À Jérusalem, le musée d'Israël, dont la forme du dôme reproduit un couvercle de jarre, abrite les célèbres manuscrits. Thomas y retrouve Noam Mizrahi, l'un des spécialistes de leur étude. Le plus grand des manuscrits est exposé au centre du musée. C'est un parchemin passionnant, car c'est la plus ancienne copie du livre d'Isaïe que nous ayons, qui soit un parchemin complet. C'est le seul rouleau de Qumran qui soit complet. Et il nous donne une très bonne impression de ce à quoi ressemblait un livre. Le rouleau fait 7 mètres de long. On peut y voir toutes sortes d'interventions, des notes du scribe, des corrections, comment il a prévu d'écrire les colonnes et les pages. Il semble que le texte ait été rédigé à plusieurs mains. En examinant ce texte, on s'aperçoit qu'il s'agit en fait d'un texte à plusieurs niveaux. Comme pour une fouille archéologique, nous pouvons creuser dans le texte et identifier des strates tardives et précoces. Quand nous voyons un parchemin des Écritures de Qumran, ce que nous voyons est vraiment le processus non seulement de copier le texte, mais aussi de le composer. Parce que dans l'Antiquité, les gens avaient une attitude différente à l'égard du texte qu'ils copiaient. Leur but n'était pas de reproduire exactement ce qui était écrit dans la copie originale, mais de transmettre fidèlement le contenu et le message. Et parfois, ils ont eu l'impression que le message n'était pas assez clair et qu'ils devaient améliorer le texte pour le rendre plus clair, ce qui signifie qu'ils peuvent modifier le texte. Et à travers ce long processus d'altération par différents scribes, nous pouvons voir comment le texte a évolué. Pour faire parler les fragments et remonter le plus loin possible aux origines des textes, les épigraphistes spécialistes de l'étude des inscriptions disposent aujourd'hui des technologies les plus sophistiquées. Grâce à l'imagerie médicale, des fragments brûlés irrécupérables révèlent leurs secrets. L'utilisation de la tomographie et du scanner permet de dérouler virtuellement les rouleaux fossilisés et de lire enfin ce que l'œil ne peut voir. Et donc nous l'avons ici. Pnina Shor, la directrice du laboratoire de restauration, a fait sortir du coffre-fort, où ils sont précieusement gardés, une sélection de fragments qui intéressent Thomas. À chaque fois qu'il y a une exposition, voilà le rouleau qu'ils nous demandent. Et voilà le rouleau qu'ils n'ont pas. Oui, j'ai de la chance. Parce que c'est un fragment du Deutéronome, avec les 10 commandements. Ça commence ici, avec le 5e commandement. Honore ton père et ta mère comme te l'a prescrit l'Éternel, ton Dieu, afin de prolonger tes jours et de vivre heureux. Tania va nous emmener le fameux fragment 4Q51 du livre de Samuel. Et plus précisément celui qui parle de Kiryat Yearim. Et puis ça continue. Ici, vous pouvez voir Kiryat avec Q. Kiryat Yearim. Absolument. Il est dit le prix de Baala, qui est Kiryat Yearim. Ce petit fragment de Qumran est très intéressant, car il mentionne Baala, qui est identifié avec Kiryat Yearim. Baala fait référence à un ancien sanctuaire dédié à Baal. Mais le plus important, c'est que ce lieu est identifié à Kiryat Yearim. Le dieu Baal, nom qui signifie le Seigneur, le Maître, désigne un dieu de l'orage très populaire dans la région.
Ce nom reflète une époque encore polythéiste, où l'on s'adressait à différents dieux. Ainsi, le dieu Yahvé est souvent accompagné de la déesse Ashéra. Ce petit fragment, qui date probablement du milieu du IIIe siècle avant notre ère, révèle ainsi que Kiryat-Yearim était traditionnellement connu comme un lieu de culte et donc propice à accueillir l'arche. Mais est-il possible de remonter encore le temps pour retrouver les origines du récit de l'arche? Ce récit commence dans le livre de l'Exode, mais la partie la plus importante se trouve dans le premier livre de Samuel qui raconte comment l'arche a été transportée d'une ville à l'autre à travers la terre d'Israël jusqu'à Kiryat-Yearim. Il y a environ 100 ans, un bibliste allemand du nom de Leonhard Rost a travaillé sur le livre de Samuel et il s'est rendu compte qu'à l'intérieur de ce livre se trouve un récit qu'il a appelé le récit de l'Arche qui semble avoir été écrit sur un rouleau indépendant, autonome. Pourquoi? Parce que l'histoire de l'Arche interrompt maintenant l'histoire de Samuel. Samuel est mentionné avant et après, mais pas dans l'histoire de l'Arche. Aussi, ce qu'on peut observer, c'est que le style est différent. Donc, il ne fait aucun doute que cette histoire de l'Arche a été à l'origine transmise de manière indépendante. Est-il possible de connaître l'origine de cet ajout et de le dater? Pour tenter de répondre à cette question, il faut refaire le parcours de l'Arche tel qu'il est raconté dans la Bible et rencontrer les archéologues qui travaillent sur les sites où elle aurait séjourné. L'itinéraire de l'Arche commence par Silo, au sud de Samarie. Selon la Bible, c'est là que les Hébreux transportent l'Arche après leur fulgurante conquête de la terre promise. Elle est installée dans le tabernacle de Silo, la tente sacrée. Aujourd'hui, le site est l'un des plus visités de la région. Certains le considèrent toujours comme un lieu saint et des centaines de touristes, croyants ou non, s'y pressent en permanence. Des archéologues fondamentalistes se sont emparés du site. Aux antipodes d'Israël Finkelstein et Thomas Romer qui adoptent une approche critique du récit biblique, ils en ont une lecture littérale. Guidés par leur foi religieuse, ils recherchent le moindre indice susceptible de prouver la réalité historique de la Bible. Ces archéologues bénéficient de moyens importants et travaillent sans relâche. Pasteur évangélique et professeur de Bible, l'archéologue américain Scott Stripling dirige les fouilles. Silo est important parce que le tabernacle était ici. Et bien sûr, le Saint des Saints à l'intérieur du tabernacle, c'était l'Arche de l'Alliance. Cela pendant plus de 3 siècles. C'est là que les anciens Hébreux venaient se connecter avec Dieu et se connecter les uns aux autres par le biais du système sacrificiel. Le site regorge d'objets dont certains ont une importance particulière pour Scott Stripling. Cette saison, nous avons trouvé environ 500 objets. C'est notre 3e saison de fouilles. Certaines des plus importantes trouvailles proviennent justement de cet endroit. L'un des objets majeurs est cette grenade en céramique. C'est important parce que c'est un motif lié au tabernacle. La Bible dit que les prêtres avaient des grenades suspendues à l'ourlet de leurs vêtements. Le nombre de grains contenus dans une grenade est probablement de 613 pépins. C'est le nombre de commandements dans la Bible hébraïque. Beaucoup pensent que c'est pour cela que la grenade était sacrée et significative. Quand ils sont arrivés en terre promise, les gens avaient des dattes, des figues, des raisins, divers fruits. Mais un seul était sacré et représentait la présence de Dieu. C'était la grenade. Les fouilles de Silo ont révélé d'importantes constructions du XIe siècle avant notre ère. Les trouvailles semblent indiquer qu'il s'agissait d'un sanctuaire. Malgré sa destruction à la fin du XIe siècle, 2 autels en pierre d'époque ultérieure laissent penser que Silo reste en activité au IXe et peut-être aussi au VIIIe siècle avant notre ère. Selon le récit biblique, l'arche ne quitte le tabernacle de Silo qu'une seule fois, pour accompagner les Hébreux dans un combat contre leurs ennemis jurés, les Philistins. C'est la terrible bataille de Ebenezer, où les Hébreux sont vaincus.
D'après la Bible, les Philistins s'emparent de l'arche et l'emmènent à Ashdod. Ashdod est aujourd'hui une station balnéaire prisée et les immeubles jouxtent le site archéologique. Les fouilles ont déjà révélé une cité antique très prospère, mais beaucoup de vestiges restent encore à découvrir. Thomas Romer vient rencontrer l'archéologue Alexander Fantalkin qui dirige les fouilles. Bokatov, good morning. Bonjour Thomas. Ça va bien? Content de te voir. Comment ça se passe ici? Pas trop mal. Regarde ce site. Regarde la mer derrière nous. Superbe. Bienvenue à Ashdod. Nous creusons ici depuis 2013. Génial. À la fois ville et port, Ashdod se situait à un emplacement stratégique sur le plan commercial, au bord de la Méditerranée sur une route reliant l'Égypte à la Mésopotamie. Ashdod est une cité philistine. Les Philistins font partie des peuples de la mer dont les origines ont longtemps été mystérieuses. Ils se seraient établis ici, sur la côte du Levant, à partir du XIIe siècle avant notre ère. Ils apparaissent dans des inscriptions et bas-reliefs égyptiens comme des ennemis venus du nord. Après des années de recherche, on peut affirmer avec quasi-certitude que leur origine se trouve quelque part dans le monde égéen et que leur immigration est en fait terrestre et non maritime. Il s'agit d'un très long processus, au cours duquel les Philistins migrent par le sud de la Turquie, le nord de la Syrie et le Liban, jusqu'à ce qu'ils s'installent ici. Alexander conduit Thomas vers des vestiges que son équipe vient de mettre au jour. Bonjour tout le monde. Sous la dune est apparu un grand mur, fait de briques friables, fragiles, qui aurait dû disparaître avec le temps. C'est très profond, non? Oui, cela va très profond. On cherche à exposer les fondations pour mieux comprendre les différentes étapes de la construction. Et tu peux le dater? J'ai pu le dater, oui, du 8e siècle avant Jésus-Christ, d'après la poterie trouvée au-dessus du sol. Et nous suivons la trace de ce mur sur plus d'1 kilomètre en fait. La forme de ce mur, vue d'en haut, c'est comme un fer à cheval. Nous pensons donc que ce mur a été construit pour créer un ancrage, un port artificiel, à cet endroit, à Ashdod. Juste en face de la baie. Oui. Au 8e siècle, Ashdod est la plus puissante ville philistine. Le mur que tu as vu, cette immense construction, l'activité liée à la création d'un nouveau port au nom du roi d'Ashdod, démontre clairement que nous avons affaire à une grande puissance régionale du 8e siècle avant notre ère. Le récit de l'Arche semble bien correspondre à cette période où la cité philistine d'Ashdod était au sommet de sa prospérité. En moins 711, la ville tombe aux mains des Assyriens. Si les auteurs du récit de l'Arche ne mentionnent pas cet événement, cela veut sans doute dire qu'ils ont écrit le texte avant cette date, donc avant la fin du 8e siècle. C'est un nouvel indice dans l'enquête de Thomas Romer. Selon le récit biblique, arrivé à Ashdod, la puissance de l'Arche se manifeste par 2 fois. La statue de Dagon, la divinité principale des Philistins, est retrouvée face contre terre. Et des calamités épouvantables s'abattent sur les habitants. Terrifiés, les habitants d'Ashdod se débarrassent de l'Arche auprès des cités philistines voisines, Gath, Ekron. Partout où l'Arche arrive, s'abattent les mêmes fléaux. La Bible raconte alors que quelque temps plus tard, les Philistins finissent par la rendre aux Hébreux, à Beth-Shemesh. Elle est transportée sur un chariot construit pour l'occasion et tiré par 2 vaches. Beth-Shemesh était une ville frontalière avec les Philistins. Ici,
ont été découverts les vestiges de 11 villes différentes qui se succèdent les unes aux autres avant même l'âge du fer, témoignant d'une longue et tumultueuse histoire. Thomas Romer vient rencontrer l'archéologue Zvi Lederman qui dirige les fouilles sur le site depuis 30 ans. Le premier livre de Samuel fait une référence très intéressante à Beth-Shemesh. Il est dit que les vaches viennent à Beth-Shemesh et que Beth-Shemesh est donc une frontière. Les seigneurs des Philistins marchent derrière la foule et les vaches jusqu'à la frontière de Beth-Shemesh. Puis ils rentrent chez eux. Il y avait donc clairement une frontière ici, politique et culturelle. Mais Beth-Shemesh était aussi une ville à la frontière entre le royaume du Nord, Israël, et celui du Sud, Juda, tantôt contrôlé par l'un ou par l'autre. Quelle était sa situation lorsque les rédacteurs de la Bible la choisissent comme étape de l'itinéraire de l'Arche? À qui appartient ce site? À Juda? À Israël? C'est une très bonne question. Aux habitants de Beth-Shemesh. Les Israélites ou les Judéens? Tout le monde me pose cette question. C'est une question importante. Alors allons-y, je vais te montrer quelque chose de très intéressant. Zvi Lederman entraîne Thomas dans les profondeurs du site. Un vestige architectural magnifiquement conservé pourrait suggérer une réponse. Tu vois Thomas, nous entrons dans un réservoir. Il contient 800 mètres cubes d'eau, c'est beaucoup d'eau. Ce n'est pas de l'eau de source, mais de récupération. L'eau était drainée à travers toute la ville jusqu'au réservoir par un système de canaux d'alimentation. Nous sommes juste sous le puits. L'eau était tirée d'ici. C'est comme cela que nous l'avons trouvé. C'était de l'eau pour les chevaux et les écuries. Beth-Shemesh est connu pour la fertilité de ses terres et la production d'huile d'olive, mais également pour l'élevage de chevaux. De grandes écuries antiques y ont été retrouvées. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est un endroit très important? Peux-tu le dater? Il s'agit d'un investissement massif, généralement effectué par une autorité centrale. Je ne sais pas si c'est royal, mais cela dépasse assurément les possibilités locales. C'est la manifestation d'une organisation qui outrepasse la ville. Qui l'a construit? À qui les écuries et la ville appartenaient? C'est la question. Mais pour moi, cela pourrait bien être en relation avec l'expansion du royaume du Nord, le royaume d'Israël. Cette expansion du royaume du Nord est à son apogée au début du 8e siècle sous Jéroboam II. Comme à Ashdod, les trouvailles archéologiques de Beth-Shemesh semblent indiquer que le récit de l'Arche reflèterait bien la situation géopolitique de cette époque, au moment même où était bâtie la plateforme de Kiryat-Yearim. Mais le récit ne s'arrête pas là, et dans sa dernière partie, il raconte curieusement que les habitants de Beth-Shemesh sont eux-mêmes frappés par le mauvais sort. La Bible dit « Dieu frappa parmi les hommes de Beth-Shemesh, car ils avaient regardé à l'intérieur de l'arche de Yahvé. » À leur demande, les gens de Kiryat-Yearim viennent chercher le coffre sacré. Et alors que les malédictions s'abattaient partout où résidait l'arche, rien de tel n'advient à Kiryat-Yearim. En conclusion de notre enquête sur l'itinéraire de l'Arche, on peut dire que nous avons affaire à un récit étiologique, à un récit qui explique l'origine de ce lieu, de ce sanctuaire. Si on met ça dans un contexte historique, ça veut dire on invente l'histoire pour prouver que nous sommes là dans un lieu légitime qui peut accueillir l'Arche. L'itinéraire de l'Arche tel que raconté dans les textes aurait ainsi pour but de valoriser le sanctuaire de Kiryat-Yearim. Pourquoi? Selon moi, quand je lis une histoire comme celle-ci, je cherche une motivation idéologique, une raison, et même une idéologie territoriale derrière tout cela. On doit se rappeler qu'à cette époque, premièrement, Jéroboam II est le monarque le plus puissant de tous les rois d'Israël.
Et deuxièmement, sous son règne, Israël atteint son expansion territoriale maximale et sa plus grande prospérité économique. Jéroboam II aurait eu pour projet d'agrandir son royaume et de l'unir à Juda pour ne faire qu'un seul grand royaume hébreu. Il aurait ainsi placé l'arche, symbole majeur de pouvoir, au centre de son futur territoire, à Kiryat-Yearim, face à Jérusalem, capitale de Juda. Probablement, il y a eu en effet une histoire indépendante de l'arche, mais elle ne s'est pas terminée avec le transfert de l'arche à Jérusalem. Elle s'est plutôt terminée avec l'arrivée de l'arche à Kiryat-Yearim, l'endroit où on se trouve maintenant. Les scribes de Jéroboam II écrivent alors le récit de l'arche pour la première fois sur des rouleaux de parchemin en le rendant compatible à l'idéologie de leur temps. Les trouvailles archéologiques récentes corroborent qu'à cette époque, la rédaction d'un texte littéraire complexe devient possible. Kiryat Yearim. Nous pouvons maintenant avancer avec assurance que le début de l'écriture des textes bibliques eut lieu dans le royaume du Nord, c'est-à-dire avant la composition à Jérusalem, dans le royaume de Juda. Plus encore, nous pouvons avancer que certains des concepts majeurs de la Bible hébraïque viennent du Nord. L'exemple le plus important est l'idée de la monarchie unifiée, à savoir la perspective pan-israélite. Israël et Juda, les deux royaumes hébreux unis, sous un même roi régnant à Samarie. À partir de là, la composition des textes bibliques va se poursuivre pendant plusieurs siècles. Mais nous savons maintenant comment tout a commencé. Le récit de l'arche aurait ainsi été composé au début du 8e siècle avant notre ère, à l'époque où la plateforme de Kiryat-Yearim aurait également été édifiée. Reste encore à l'archéologie de confirmer qu'il y avait bien un sanctuaire sur ce site. Troisième semaine de fouilles. La surprise vient de nouveaux vestiges qui viennent d'être mis au jour. Ils indiquent clairement la trace d'un groupe d'habitation. Des fondations, des murs très nombreux, des seuils de maisons, des dalles, des pavages de sol ou de rue. C'est vraiment intéressant, parce que nous avons affaire à une sorte de bourgade qui s'étend sur la pente. Et d'après ce que je pense, elle date du 8e siècle avant notre ère. Donc nous avons affaire à une petite ville avec des maisons, par ici, peut-être sur quelques terrasses aussi en montant, avec en haut la plateforme. Et au sommet de la plateforme, peut-être un temple. Les fouilles révèlent une grande pièce qui intrigue les archéologues. Les ruines d'un four et d'un large bassin font penser à une sorte d'atelier. À quoi celui-ci pouvait-il servir? L'archéologue Ethan Levy photographie la zone sous tous les angles pour constituer une image 3D grâce à la photogrammétrie. L'image montre bientôt que tous les aménagements de la pièce étaient connectés entre eux par un système de canalisation permettant l'évacuation de liquide. Dans cette même pièce, un premier ossement est découvert. Puis des dizaines d'ossements apparaissent, accumulés au même endroit. Il s'agit d'ossements animaux. Les plus significatifs sont envoyés au laboratoire d'archéozoologie de l'université de Tel Aviv, où la scientifique Lidar Sapir-N les expertise. J'ai surtout trouvé des animaux typiques de la région à cette époque. Par exemple, des chèvres et des moutons. Il y a surtout des moutons dans cet assemblage. Et aussi un peu de gros bétail. Il y a même quelques ossements de cerfs et d'autres animaux sauvages. Il n'y a pas du tout de porc, ce qui n'est pas étonnant pour l'époque. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des traces d'abattage de boucherie. Cela indique qu'il s'agit d'une préparation de nourriture.
Comme la plupart des os retrouvés sont des pattes et des crânes, il est possible qu'à cet endroit, on découpait seulement les bêtes. Mais on ne les mangeait pas là, sur place. Un four, un bassin, un système d'évacuation de liquide, une accumulation d'ossements d'animaux. Autant d'indices que cette vaste pièce pouvait servir de boucherie. Un temple peut se situer dans une ville avec de l'activité autour. Beaucoup d'activités. Des prêtres qui vont et viennent, des fonctionnaires, des percepteurs d'impôts. Peut-être aussi des pèlerins qui viennent, des gens qui viennent avec des sacrifices, des animaux apportés au temple. Toutes sortes d'activités. C'est le centre de la ville. Soudain, c'est l'effervescence sur le chantier B. Montre-moi. C'est une tête. Belle figurine. Thomas, une surprise pour toi. C'est incroyable. Impressionnant. C'est une de ces figures qu'on appelle les Asherah et qui indique probablement une activité cultuelle. Je ne sais pas si elle était domestique ou liée au temple. En tout cas, c'est une belle indication que quelque chose s'est passé ici. Les mains soutenant sa poitrine divine, Asherah était une déesse cananéenne de la fécondité et de la fertilité. Souvent apparentée à Yahvé, son culte est très présent au 8e siècle avant notre ère, où plusieurs dieux coexistent encore. Plus tard, Yahvé s'imposera comme Dieu unique. Je suis très ému de ça, c'est vrai. I'm very... Très bien. D'abord, on ne trouve pas facilement ce type de statuette. C'est vraiment une découverte très, très importante. Cette ultime découverte vient renforcer l'hypothèse de l'existence d'un temple à Kiryat Ye'arim. Très bien, Tania. J'ajouterai peut-être encore quelques détails. Quelques maisons sur le versant. Encore une chose, je dessinerai peut-être une route en arrière-plan, comme si c'était la route de Jérusalem, celle qui mène de la côte vers le sud. Très impressionnant. 2800 ans après sa construction, les découvertes archéologiques ajoutées aux connaissances acquises sur les sites du 8e siècle permettent aujourd'hui d'imaginer ce que fut le sanctuaire de l'Arche de l'Alliance à Kiryat Ye'arim. Plus que 10 jours de fouilles, le temps presse. L'inventaire des céramiques se poursuit et, nouvelle surprise, leur examen révèle que le sanctuaire était probablement en activité du début du 8e à la fin du 7e siècle avant notre ère, soit près de 200 ans. Ces 200 ans établis par l'archéologie entrent en contradiction avec ce que raconte la Bible. Selon les textes, l'arche n'est restée que 20 ans dans le sanctuaire de Kiryat Ye'arim avant son transfert à Jérusalem. Quand on regarde le texte biblique, on est en fait un peu étonné que l'arche aurait été à Kiryat Ye'arim que 20 ans. Ça ne fait pas beaucoup de sens si, de l'autre côté, l'archéologie nous montre qu'il y a toute une construction, un sanctuaire, des fortifications, une ville autour. C'est impossible 20 ans. Donc on peut imaginer, il faut rajouter un 0 et puis on arrive à 200 ans. Cette découverte fait aussi ressurgir l'invraisemblance du transfert de l'arche de Kiryat Ye'arim à Jérusalem par le roi David au Xe siècle.
Pourquoi les rédacteurs des textes inventent-ils une telle histoire? Cette énigme renvoie à l'ultime épisode du récit de l'Arche qui se trouve dans le 2e livre de Samuel. David est le grand héros de la Bible, un jeune berger, musicien, poète et guerrier, choisi par son peuple pour devenir roi. Il conquiert des territoires ennemis et fonde un grand royaume vaste et prospère, dont le centre est Jérusalem. Son fils Salomon y fait construire sur un rocher un temple aux dimensions imposantes constitué de matériaux précieux pour y accueillir l'arche. Déposée dans le Saint des Saints, réservée au seul prêtre, celle-ci devient le cœur battant du royaume. Le symbole est fort. Là où se tient l'arche, réside le pouvoir. Mais que dit l'archéologie de cette belle histoire racontée par la Bible? Comme il est impossible pour des raisons religieuses de fouiller sous le mont du Temple, aucun vestige du temple de Salomon n'a été découvert à ce jour à Jérusalem. Aucune trace du palais des rois dont parle la Bible. Israël Finkelstein connaît chaque parcelle de cette ville, chaque ruelle de la vieille cité, chaque monument antique, chaque pierre révélée par l'archéologie. Et pour lui, aucun doute n'est possible. Il y a de nombreuses fouilles archéologiques à Jérusalem et dans d'autres régions ailleurs dans le pays. Elles montrent toutes, de manière très claire, qu'il n'y avait pas de grand empire de David et de Salomon. Cependant, nous savons très bien qu'il y avait 2 royaumes hébreux côte à côte. Israël au nord et Juda au sud. Comment expliquer que les textes décrivent Jérusalem comme une ville puissante au Xe siècle avant notre ère, alors que l'archéologie conclut que le royaume de Juda est toujours petit et modeste jusqu'à la fin du 8e siècle? C'est son grand frère du Nord, Israël, qui est alors à son apogée sous le règne de Jéroboam II. Aujourd'hui, Jérusalem compte près d'1 million d'habitants. Son territoire se densifie et les accès à son passé prestigieux sont menacés. Quelques zones, cependant, ont échappé à l'emprise de la ville moderne. La nécropole antique de Kétéphinom a conservé l'essentiel de son aspect d'origine. Elle date du 7e siècle avant notre ère. Directement creusées dans la roche, les tombes étaient fermées par de grandes pierres. À l'intérieur des chambres funéraires, des bancs étaient taillés pour y déposer les corps. Après décomposition, les familles récupéraient les ossements pour les déposer dans une grotte commune. À cette époque, la coutume voulait qu'on enterre les morts aux limites de la ville. De fait, la localisation et la datation des nécropoles antiques de Jérusalem permettent de tracer les contours de la cité antique aux diverses époques. Si on trace une carte de Jérusalem en indiquant les cimetières tout autour, on obtient un ensemble de nécropoles qui entourent un espace vide. Cet espace vide, c'est le territoire de Jérusalem. Au début du 8e siècle avant notre ère, Jérusalem s'étend sur environ 9 hectares et sa population est estimée à 2000 habitants. Un siècle plus tard, la ville s'est considérablement étendue. On a désormais affaire à une ville qui a grandi d'un seul coup, étendue sur plus ou moins 60 hectares et qui compte une population de 12 000 âmes. Dans le contexte de la région de cette époque, Jérusalem est la plus grande ville. Dans ces temps anciens, une expansion naturelle aussi rapide de ce genre n'existe pas. Comment expliquer ce soudain développement? L'enquête se déplace au musée du Louvre à Paris, où se trouve en partie la réponse. L'assyriologue Lionel Marty et la conservatrice des collections mésopotamiennes Ariane Thomas rejoignent les salles assyriennes des taureaux ailés de Khorsabad, un des joyaux du musée. Les inscriptions sur ces œuvres monumentales racontent l'histoire de la région.
des taureaux du palais de Sargon. Il y a une inscription entre les deux pattes qui, tu vas pouvoir nous le c'est dire, le grand intérêt raconte. de ces textes, c'est qu'ils nous résument tous les hauts faits du souverain. Oui. Et dans ces hauts faits, on a la prise de Samarie. Donc là, on voit très très bien le passage. Sargon se dit Sapi'in, Sapin al Samerina, soit celui qui a aplati la ville de Samarie. Comme les autres royaumes de la région, celui d'Israël était vassal de l'Empire assyrien. Il lui versait un tribut en contrepartie d'une certaine autonomie. À la fin du 8e siècle avant notre ère, l'un des successeurs de Jéroboam II, le roi Osée, tente de s'émanciper de la tutelle assyrienne. Quand on rentre dans la sphère d'influence assyrienne, on conclut une sorte de pacte avec les Assyriens. Lorsque ce pacte est rompu, la colère assyrienne se déchaîne et à ce moment-là, c'est l'apocalypse. Les armées déferlent sur le pays, détruisent la capitale. Le royaume d'Israël devient une partie intégrante de l'Empire. On sait par une inscription du souverain assyrien que quasiment une trentaine de milliers de personnes sont déportées en Assyrie et un flot de population se réfugie dans le royaume du Sud et tout particulièrement à Jérusalem. Cet exode massif explique l'expansion soudaine de la ville à la fin du 8e siècle avant notre ère, et ses conséquences s'étendent à tout le royaume du Sud. Quel va être le destin des écrits de la future Bible entamés par les scribes de Jéroboam II? Le laboratoire de céramique de l'université de Tel Aviv conserve des milliers de tessons récoltés par les archéologues. Certains sont des fragments de récipients en terre cuite qui étaient utilisés pour le transport de marchandises. Israël Finkelstein étudie les poteries trouvées à Jérusalem et ses environs. Appartenant au roi. Dans l'empreinte de ce sceau, nous pouvons lire le nom de la localité, Soko. À partir du 8e siècle avant notre ère, les jarres présentent des marques discrètes sur leurs poignets. Chaque empreinte comporte en son centre un symbole royal. Une sorte de forme qui représente un scarabée avec des ailes. Et par-dessus ce symbole royal, il y a l'inscription « appartenant au roi ». Et ceci signifie que ces jarres, qui servaient à transporter du vin ou de l'huile vers les entrepôts royaux, prouvent qu'il existait une certaine forme de standardisation dans le royaume de Juda. Ce qui nous mène à la conclusion qu'à cette époque, pour la première fois, le royaume était bien organisé, avec une bureaucratie et une administration bien établie. Les réfugiés du Nord ont apporté avec eux leur savoir-faire en matière administrative, leurs techniques agricoles, leurs compétences commerciales. Grâce à eux, le royaume de Juda connaît une prospérité considérable. Israël Finkelstein se rend à Jérusalem, au musée d'Israël qui abrite une collection unique de 90 ostracas. Les ostracas sont de courtes lettres écrites à l'encre sur des tessons d'argile. Ceux-ci datent du 7e siècle avant notre ère. Voici l'assemblage d'Arad. Ce sont des archives étonnantes, les plus grandes archives que nous connaissions du royaume de Juda, écrites dans ce merveilleux hébreu biblique, en alphabet hébraïque ancien. Leur conservation est remarquable, à la fois grâce au climat sec d'Arad, qui a pu les préserver durant 2600 ans, et aussi par le fait que nous faisons ce que l'on ne fait pas habituellement dans les musées, n'exposer à chaque fois qu'un petit groupe de ces lettres, et tous les quelques mois, changer l'exposition. Nous savons aujourd'hui qu'une lumière du jour trop forte abîme les lettres. Ces ostracas proviennent de fouilles faites dans les années 1960 d'un petit fort militaire à Tel Arad, dans le désert du Negev. La majorité des archives est constituée en fait de missives destinées à Eliashiv, le commandant de la citadelle. Regardez ici, le mot Eliashiv apparaît très clairement. Il reçoit des instructions administratives liées au transfert de troupes, au transfert de marchandises, des impôts et des choses de cet ordre. Il est très étonnant de voir à quel point les inscriptions sont claires.
Elle ne traite pas de grands événements historiques, mais nous enseigne beaucoup sur la vie de tous les jours. Sur certains ostracas, l'encre n'est malheureusement plus visible. Israel Finkelstein propose de les soumettre à une nouvelle technique de photographie dite multispectrale qui sépare les longueurs d'onde des spectres visibles et invisibles. Ceci permet de rendre apparents des détails qui échappent à l'œil humain. Encouragé par les résultats obtenus, Israel Finkelstein a mobilisé une équipe aux compétences pluridisciplinaires. Un physicien, une mathématicienne, un archéologue spécialiste des systèmes informatiques et une épigraphiste. Ensemble, ils mènent des recherches sur les inscriptions révélées grâce à cette nouvelle technologie. Regardez, c'est incroyable. On s'est soudain rendu compte que la missive qu'on pensait terminée sur la première face du tesson possède une suite de 3 lignes entières sur l'autre face. Vers la fin de la dernière ligne, par exemple, on peut voir Aleph, Tzadik et Aïn, un mot inconnu jusque-là. Nous avons dû chercher dans la Bible et dans des dictionnaires, faire des recherches poussées. Et nous sommes arrivés à la conclusion que c'est un vin spécifique, apparemment un vin mousseux. Et il mentionne un homme nommé Galiaou, que nous connaissons grâce à l'autre face. Le texte évoque un transfert d'argent relatif à une commande de vin. Apparemment sans importance, ces textes sont un vrai trésor pour Anat et ses confrères. La mathématicienne Shira Feigenbaum-Golovin a créé un algorithme qui permet de classer ces textes par catégorie. Pour calculer la probabilité qu'ils aient été écrits par la même personne ou pas. En comparant tous les messages les uns avec les autres, les scientifiques cherchent à savoir combien d'auteurs différents les ont écrits. À notre grande surprise, nous avons trouvé que ces 18 documents ont été rédigés par au moins 6 personnes différentes. C'est très intéressant puisqu'on voit toute la chaîne de commandement. Dans cette forteresse où ne se trouvent qu'une dizaine de personnes, l'alphabétisation concerne tout le monde. Non seulement le commandant de la forteresse, mais aussi le magasinier jusqu'à l'aide-magasinier. Et même dans un lieu aussi reculé qu'Arad, dans le Negev. Ça nous éclaire sur le niveau d'alphabétisation dans le royaume de Juda à cette époque. Dans un royaume qui compte environ 100 000 habitants, il y avait donc un grand nombre de personnes, non seulement à Jérusalem, mais aussi dans les zones périphériques, qui savaient lire et écrire. Et ceci a des conséquences extraordinaires sur la question de la rédaction des textes bibliques à l'époque. L'alphabétisation du royaume de Juda se serait ainsi développée avec l'arrivée des réfugiés qui font circuler leur savoir dans tout le pays. La vulgarisation de la lecture et de l'écriture est une condition essentielle pour que des textes comme le récit de l'Arche puissent se répandre. Les premiers textes bibliques qui ont commencé à être écrits dans le royaume du Nord sous Jéroboam II vont maintenant se diffuser dans le royaume du Sud et dans toute la société. À la cour de Jérusalem va se mettre en place vraiment une classe de scribes qui savent mettre par écrit non pas seulement les annales des rois, mais aussi d'autres récits. C'est l'époque du roi Josias, un roi peut-être pas très connu, mais qui selon la Bible est le roi par excellence. C'est le roi dont on va dire qu'il aimait Yahvé, son Dieu, de tout son cœur, de tout son être, de toute sa force. Et c'est le seul roi dont on dit ça. L'entreprise de la mise par écrit des récits bibliques nécessite une infrastructure importante. Une volonté royale, une administration, des archives et des moyens financiers. Ces conditions sont soudainement réunies à la faveur d'un événement inattendu. Les Assyriens, aux prises avec une guerre civile à l'intérieur de leur empire, ne peuvent plus contrôler leurs vassaux et se retirent des territoires qui furent par le passé le royaume du Nord. Pour Josias, c'est une occasion unique de conquérir ces territoires et de les annexer à Juda. Comme l'avait imaginé Jéroboam II plus d'un siècle avant lui, Josias conçoit un grand royaume pan-israélite. Josias est celui qui promeut cette idée, afin de faire avancer ses propres aspirations territoriales.
Ainsi, la grande monarchie unie du roi David et la grande monarchie unie à venir qui sera dirigée par le roi Josias de Jérusalem. Ce n'est pas la description d'un royaume qui a été, mais la description d'un royaume à venir. Évidemment, se pose la question, qui a écrit cette histoire? C'est les scribes de Josias. Pourquoi? Parce qu'on voulait montrer que l'arche a été à Jérusalem depuis toujours. C'est David qui l'a amené et c'est Salomon, le constructeur du temple, qui l'a mis là. Donc c'est une manière en fait de légitimer Jérusalem, de montrer que Jérusalem a toujours en effet accueilli l'arche et que Kiryat Yearim n'est finalement qu'un petit lieu de passage. Pour fédérer le peuple hébreu derrière son projet d'union des deux royaumes, Josias se lance dans une grande réforme religieuse. La Bible raconte ainsi qu'à l'occasion des travaux de restauration du temple de Salomon, un vieux livre est retrouvé et lui est présenté comme le livre de la loi. Bouleversé par les paroles de ce texte sacré, le roi s'engage à en suivre les commandements et convainc le peuple de faire avec lui alliance avec l'Éternel. Pour Josias, il s'agit à travers ce texte d'unir le peuple derrière une histoire commune, derrière un Dieu unique, Yahvé, et un seul temple, celui de Jérusalem où réside l'arche symbole de son pouvoir. C'est la deuxième grande étape de la composition des textes bibliques. Ce livre va être rédigé dans cette idée que Yahvé va choisir un seul endroit où il va se poser, et ce seul endroit, évidemment, ça va être Jérusalem. Mais en 609 avant notre ère, le projet de Josias est stoppé net. Le pharaon Nécho II se sent menacé par ses ambitions. Il le convoque et le fait exécuter. 20 ans après sa mort, c'est au tour des Babyloniens de déferler sur la région. En moins 587, le roi de Babylone, Nabuchodonosor II, détruit Jérusalem et brûle son temple. Une grande partie de la population est déportée à Babylone. En exil, désormais sans terre, sans temple ni arche, les Hébreux n'ont plus que leur texte pour maintenir l'identité de leur peuple dispersé. Quant à l'arche, nul ne sait ce qu'elle est devenue, et le mystère demeure. Sur le chantier de Kiryat Yearim, c'est le dernier jour de fouilles. Hello. Good to see you. Good to see you again. Welcome, welcome, sister Valérie. Bonjour, ça va bien? Très bien. Et ça va bien, vous? Oui, très bien. Tout va bien. Tout va bien. Grâce à Dieu, grâce à Dieu. Tout va très bien. Ça reste comme ça. Ils vont aller aussi là, le mur, ça va on va voir s'il y a un grand bout comme ça, ici aussi. Oh, c'est ça la même chose. Israël, il semble que le mur se poursuit là, en dessous. Je vous l'ai dit, vous êtes à 75% archéologue. Nous allons recruter. Vous allez la perdre ici. Nous allons l'embaucher à l'université. C'est le résumé. The conclusion. Toute l'équipe quitte le site. Kiryat Yearim va retrouver sa sérénité. Pour Thomas Romer et son équipe, ces fouilles de Kiryat Yearim offrent un éclairage sur l'origine du récit de l'Arche et ouvrent de nouvelles perspectives sur l'écriture de la Bible. Reste la question qui suscite tant de passion. À quoi ressemblait l'Arche et quel en était son contenu? L'arche primitive, l'arche originelle, était un coffre contenant une statue du dieu Yahvé. C'est un sanctuaire mobile qu'on amène pour s'assurer de la présence du dieu tutélaire lors des combats, peut-être aussi à d'autres occasions. Et le nom de cette arche était tout simplement l'arche ou l'arche de Yahvé, l'arche de Dieu. En étudiant l'abondante iconographie assyrienne, Lionel Marty fait un rapprochement étonnant. Je voulais te montrer ce bas-relief qui date du 8e siècle, puisque c'est du palais de Tiglath-Phalazar III. On a une déportation clairement de divinité. Les soldats assyriens qui transportent tout le monde, on voit des statues sur un trône. Et alors, ce qui est extrêmement intéressant, c'est ce que l'on voit ici.
C'est une chose très intéressante. On a ici sur le dessin une boîte et une divinité associée. Et ça semble coller parfaitement avec tout ce qui a été développé sur la notion d'arche, en fait. Oui, c'est très intéressant. Puis on est au 8e siècle, donc c'est ça. Voilà, on a une concordance chronologique et géographique. On n'a pas de représentation de l'arche biblique. Par contre, ce qu'on a dans ces représentations assyriennes, on a en effet des images qui pourraient très bien être similaires à ce qu'était l'arche de Yahvé. À l'époque du roi Josias, l'arche va changer de fonction, mais aussi d'aspect. On va d'abord dire qu'elle se trouve maintenant dans un coffre de bois d'acacia. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que le contenu maintenant, ce sont 2 tables de pierre symbolisant la loi. Et cette arche, on va l'appeler l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance parce que Josias fait une alliance, un traité entre Yahvé et son peuple. Et l'arche contient le symbole de cette alliance, la loi. De mobile, l'arche devient sédentaire. Elle est placée au cœur du temple de Jérusalem, entourée de 2 divinités protectrices aux ailes déployées, appelées des chérubins. Elle y demeure jusqu'à sa disparition au moment de la destruction du temple et de l'exil du peuple hébreu. Au moment du retour de l'exil, quand il y avait la possibilité de reconstruire le temple de Jérusalem, il y avait un groupe de prêtres qui voulaient aussi reconstruire l'arche. Et pour ce faire, ils donnent une présentation, une description tout à fait précise dans le livre de l'Exode. L'arche sera toujours en bois d'acacia, mais désormais couverte d'or. Et surtout, il sera couvert de 2 chérubins qui la gardent d'une certaine manière. Donc on a importé les chérubins du temple qui étaient autour de l'arche pour la mettre sur l'arche. Ce projet somptueux ne verra pas le jour. L'arche ne sera jamais reconstruite. C'est pourtant cette fiction qui a traversé les siècles et qui occupe aujourd'hui tous les esprits. En or, sous la garde des chérubins, elle n'a jamais cessé de nourrir les imaginations. Pourquoi cette arche est-elle toujours si fascinante? D'abord, on peut dire à l'origine, c'était juste un sanctuaire portable, assez banal finalement. Mais le fait qu'elle a disparu après la destruction du temple a permis aux 3 grandes religions monothéistes d'imaginer toutes sortes de scénarios autour de cette arche. Ce qui explique la fascination de l'arche, c'est qu'elle garde ce part de mystère. Symbole de l'alliance d'un peuple avec son Dieu, l'arche de l'Alliance a accompagné les Hébreux tout le long de l'aventure humaine qui le conduira à inventer le monothéisme. Mais malgré sa disparition, l'arche de l'Alliance subsiste dans les mémoires. Chaque semaine, dans toutes les synagogues du monde, la Torah sort d'un coffre précieux en souvenir de l'arche, pour être lue par des millions de fidèles. Ainsi, réelle et imaginaire à la fois, l'histoire de l'Arche de l'Alliance, commencée il y a près de 3000 ans, n'en finit pas de se transmettre de génération en génération.